Hello les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleurs. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Aujourd'hui, nous sommes avec Betty et Adeline pour Paris to Beijing. Aujourd'hui, on va discuter un petit peu plus sur les prochaines étapes qui sont vers la Chine. Est-ce que vous pouvez vous présenter Paris to Beijing en quelques mots ? Avec plaisir. Paris to Beijing a été lancé il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant, en août 2017, suite à la rencontre de Betty et moi-même où on a décidé de combiner nos compétences puisqu'on s'est rendu compte qu'on était très complémentaires. Donc l'idée étant d'accompagner les marques qui souhaitent toucher la clientèle chinoise, soit en Chine directement, soit ici sur toute une logique travel, drive to store, etc. Et on a aujourd'hui plusieurs dynamiques. Une dynamique vraiment formation, donc en première partie, avant même de pouvoir aller en Chine, de dire comprendre un petit peu l'environnement, la culture, etc., comment ça fonctionne, le digital, avec aussi un gros focus WeChat, puisqu'aujourd'hui on est la seule agence trusted partner de Tencent, donc on forme sur tout ce qui est cet écosystème, comment ça fonctionne, comment on peut utiliser WeChat pour attirer la clientèle chinoise. Et ensuite une deuxième partie où on va être beaucoup plus dans tout ce qui est marketing digital, donc comme on disait, pour toucher la clientèle, drive to store, utiliser WeChat, faire du e-commerce, etc. Donc vraiment une partie plus formation et ensuite application opérationnelle et avec une petite couche stratégie et consulting par la suite. Alors beaucoup de sujets qui sont totalement innovants par rapport au marché français. Tu as parlé de WeChat, tu as parlé de différentes plateformes. On sait que les habitudes aussi du marché chinois sont vraiment différentes. Sur l'année 2018, est-ce qu'il y avait des tendances, des choses qui ont marqué un petit peu cette année ou par rapport au marché français? Est-ce qu'il y a une prise de conscience par rapport au marché asiatique? Quelles sont les tendances de 2018 ? Il y a une grosse tendance qui n'est pas vraiment une tendance en Chine, c'est le New Retail, qui a été lancé par Alibaba il y a à peu près 2 ans. Donc le New Retail, c'est le principe qui est de redigitaliser les points de vente physiques pour ramener le trafic online dans les boutiques physiques. Et ça se traduit par plusieurs activités qu'on peut mettre directement dans la boutique, notamment pour les touristes chinois. En tout cas, ça va être d'installer des QR codes pour qu'ils puissent avoir des activités autour de WeChat. Ça va être d'apporter des écrans connectés, des écrans tactiles et d'apporter vraiment du divertissement à travers des outils digitalisés. Et ce New Retail là, on en entend beaucoup parler, notamment parce qu'aussi il y a des marques autour comme Alibaba ou comme Huawei qui vont apporter les outils nécessaires pour équiper les boutiques. Et voilà. C'est plus loin que le Phygital. En France, on parle de Phygital, de connecter la boutique. Là, le New Retail, c'est carrément d'intégrer Internet au sein des boutiques. Alors ça va même au-delà, parce que c'est vrai quand on entend New Retail et le discours qu'il y a autour de cette initiative lancée par Alibaba, c'est de redigitaliser le shop physique, sauf que ça va au-delà, en fait, c'est de revenir finalement à ce qui est le cœur du retail, d'optimiser son stock, d'optimiser son inventaire et d'utiliser les datas de ses clients. Et bien évidemment, ça passe aujourd'hui par les datas qu'on peut récupérer en ligne, et c'est de se dire, un client quand il arrive dans mon magasin, via une application ou via son smartphone avec d'autres outils, c'est de connaître exactement le profil de ce consommateur et de lui proposer un produit et une expérience d'achat complètement personnalisée. Donc ça va au-delà de juste se dire je vais mettre un écran tactile ou alors un miroir connecté dans les vestiaires pour amuser un peu le consommateur. Le but c'est de se dire quand il rentre dans mon magasin, j'ai son profil j'ai déjà des infos et du coup la force de vente va être capable de le conseiller de manière très personnalisée. C'est penser plus comme une expérience digitale déjà dès l'amont au lieu de penser une boutique puis après on va essayer de connecter par rapport à cette expérience qu'il peut avoir sur le site internet. Exactement, c'est ça, oui. On passe vraiment d'un mode de consommation de masse aujourd'hui à un mode de consommation personnalisé et donc le but est vraiment d'apporter une expérience client totale quand il arrive dans les magasins via des outils numériques qu'il utilise déjà depuis des années. Comment vous percevez le marché français par rapport à des innovations comme celle-ci ? Est-ce que les acteurs sont prêts ? Est-ce qu'il y a besoin de pédagogie ? On s'est rendu compte qu'on pensait le marché beaucoup plus mature, effectivement. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand on a lancé Paris to Beijing, on était d'abord parti sur une logique vraiment d'accompagnement, de lancement, donc beaucoup plus stratégique, consulting, etc.
Et la plupart de nos clients, en fait, n'avaient pas cette première brique de savoir et de compréhension du marché. Donc, c'est pour ça qu'on a rajouté ce que tu dis, la brique pédagogique, vraiment, où on est en mode évangéliste et on va essayer déjà d'apporter un peu cette compréhension et ce savoir parce que ça manque encore. Il y a beaucoup de lignes à faire bouger, que ce soit au niveau des mentalités, que ce soit par rapport à cette digitalisation. Déjà, il y a beaucoup de groupes qui se posent encore ces questions de transition digitale. Et puis après, il y a les comportements aussi des utilisateurs qui évoluent. On le voit, vous avez parlé tout à l'heure de WeChat. Est-ce qu'il y a des innovations, vous pensez, qui vont impacter très rapidement la France à ce niveau-là ? Oui, clairement, WeChat aujourd'hui, c'est un des plus gros impacts sur les consommations des touristes chinois qu'on peut avoir en France et en Europe de manière plus large. D'accord. Pour avoir vécu en Chine pendant pratiquement 10 ans et avoir installé WeChat en 2011, on voit en fait que l'utilisation du smartphone et de l'application WeChat a complètement évolué pour aujourd'hui atteindre vraiment le touriste chinois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la seule possibilité pour une marque étrangère d'attirer le touriste chinois et de lui faire connaître sa marque, ça va être WeChat. D'accord. Et typiquement aujourd'hui, quand le touriste chinois il vient dans Paris, il y a une technique qu'on appelle le Drive to Store, c'est à travers cette application-là de lui pousser du contenu par de la publicité overseas, donc la publicité qui va toucher directement ce touriste chinois qui voyage et de le ramener dans les boutiques physiques. D'accord. On parle beaucoup de Facebook qui essaye de se rapprocher de ces pratiques par rapport à WeChat, d'intégrer les méthodes de paiement, d'avoir une appli qui n'est pas seulement du message, mais qui est beaucoup plus complète par rapport à ça. C'est quoi votre vision par rapport au marché français ? C'est de guerre entre WeChat, Facebook Moi je pense qu'il n'y a pas de guerre. Ouais. Je pense que tous les acteurs vont se regarder les uns les autres. WeChat est clairement né sur un marché qui est relativement différent de ce qu'on peut trouver en Europe et aux États-Unis et dans le reste du monde. Donc l'application s'est développée en multifonctionnalité. Donc de base et d'origine, elle proposait le paiement, elle proposait de la messagerie, de pouvoir faire du call, de pouvoir booker son ticket de train, etc. Et du coup, c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure des années. Et il n'y a pas eu de concurrence sur le sujet parce que clairement, la data s'est directement mise sur WeChat. Ouais. Et aujourd'hui, c'est plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs sur WeChat alors qu'on est à 1,4 milliard de population. Donc on est quasiment, pratiquement tout le monde utilise WeChat aujourd'hui. Facebook, la difficulté première, je pense qu'il y a, c'est qu'ils sont partis sur un outil de messagerie pour les amis et la famille. Alors qu'à l'opposé, WeChat, dès le début, a été pour le business et pour les individuels. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on retrouve, en tout cas sur notre sujet, la partie WeChat du compte officiel et du compte individuel. C'est deux sujets assez distincts, ce qui fait qu'aujourd'hui, par rapport aux pages Facebook qu'on peut retrouver, les fonctionnalités qui sont très limitées, il n'y a pas vraiment de point de comparaison en fait. Et Facebook devrait d'ailleurs un peu plus regarder ce qui se passe du côté de la Chine parce que c'est notamment l'outil de paiement. J'ai du mal à envisager comment aujourd'hui Facebook d'un point de vue tech va pouvoir intégrer un outil de paiement et faire en sorte que tous les utilisateurs veulent bien s'en servir en magasin. J'ai un peu de doute sur leur capacité à faire accepter ça aux occidentaux. Donc WeChat était beaucoup plus proche des utilisateurs, peut-être à écouter et a suivi naturellement le marché, donc pas mal de tendances. Si demain une entreprise en France qui veut s'orienter sur le marché chinois, c'est quoi vos recommandations ? Est-ce qu'il y a des schémas ? Est-ce qu'il y a des étapes ou des segments où il faut se concentrer plus particulièrement ? Déjà, à la base, je dirais que c'est que oui, la Chine, c'est pas pour tout le monde. Et c'est vrai qu'on entend souvent les entreprises qui disent « Non, mais c'est pas grave, j'ai pas besoin de toucher beaucoup de monde, ils sont 1,4 milliard, même si j'en touche qu'1 million, c'est bon. » Sauf qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Typiquement, aujourd'hui, le consommateur chinois, il a des demandes qui sont ultra précises, qui vont se focaliser sur des catégories très spécifiques comme les produits bébé et maternité, les produits cosmétiques, la nourriture et les produits fashion, avec les accessoires de mode, etc. Donc typiquement, si on arrive avec des produits qui ne correspondent pas à leur attente, on aura beau dépenser tout le budget qu'on veut, en fait, ils ne voudront pas en acheter. Et il y a aussi cette demande pour acheter des produits importés, de marques assez de luxe, de produits premium. Donc c'est d'abord vérifier et certifier que son produit, il a bien une appétence du côté des consommateurs chinois. C'est ce que j'allais poser comme question, c'est quel type de produits finalement plaisent aux consommateurs chinois ? Est-ce que c'est vraiment des produits franco-français qui plaisent aux consommateurs chinois ou vraiment c'est quelque chose qui peut toucher, ça peut être différentes marques ?
C'est vraiment du franco-français qui marche. Made in France. Made in France. Le Made in France, il a clairement, c'est clairement un plus. C'est-à-dire que si on arrive avec une marque avec un gros logo Made in France et si on est sur la food et qu'on est sur le bio, c'est actuellement des tendances. C'est des choses qui vont faire que le consommateur va plus aller vers votre marque ou non. Après, il y a aussi le savoir-faire à la française. On est assez réputé pour avoir des produits, que ce soit cosmétiques en termes de laboratoire ou après des produits un peu plus artisanaux dans les provinces. Ça, c'est des choses qui sont réputées. Mais là où ils veulent vraiment avoir le même mode de vie que nous, c'est qu'est-ce que nous, en tant que Français lambda, on utilise au quotidien. Que ce soit la nourriture, la cosmétique ou les produits qu'on va donner pour nos bébés. Et c'est pour ça qu'il y a des marques qui sont assez moyenne gamme, on va dire ici, comme Yves Rocher par exemple, une marque française très connue qui a commencé à avoir du succès en Chine et qui peut-être il y a quelques années n'allait pas en avoir parce que c'était pas considéré comme une marque de luxe et une marque plutôt haut de gamme. Aujourd'hui elle a sa place parce qu'ils recherchent des marques avec un rapport qualité-prix assez intéressant pour eux. Il y a tout un développement aussi du comportement de l'utilisateur. Moi, il y avait quelque chose qui m'avait choqué, c'était par exemple par rapport aux fiches produits qui sont totalement différentes de ce qu'on peut voir en France, où on va voir des fiches produits beaucoup plus documentées, avec l'histoire du produit, avec des photos, avec des vidéos, et du coup une expérience qui est totalement différente. Est-ce que c'est des choses aussi, vous accompagnez les entreprises par rapport à ça, à se dire, vous n'êtes pas seulement là pour vendre, pour présenter un produit et un prix, mais aussi pour raconter quelque chose autour du produit? C'est effectivement la première étape. Ça nous est déjà arrivé de déconseiller certaines marques d'aller en Chine parce que il faut une histoire. Comme dit Betty, il ne faut pas juste un bon produit. Derrière, il faut une bonne histoire de marque, il faut avoir quelque chose à raconter et il faut bien le raconter. D'accord. Parce qu'il y a aussi des exemples de très belles marques qui sont allées en Chine et qui malheureusement n'ont pas su présenter leurs produits correctement par rapport à la clientèle chinoise et ce qu'elle attend. Comme tu disais, les pages produits sont 20 fois plus longues, il faut raconter l'histoire, comment c'est fabriqué, il faut avoir des photos de l'usine, il faut avoir des photos de la marque, des gens, etc., les labels, toutes ces choses-là. Et c'est des choses que les Chinois ont besoin. Nous, on a moins besoin, et encore, je trouve qu'on y vient de plus en plus, mais on a moins besoin d'avoir des pages de 4 km de long pour faire confiance à un produit. Mais ça, c'est vraiment c'est fondamental en Chine. Ce qui fait partie de l'expérience, c'est-à-dire de se dire, j'achète pas seulement un produit, je sais plus avec qui j'ai changé là-dessus, c'est pas seulement un site qui est traduit en chinois, mais c'est d'avoir une interface qui apporte une valeur et une expérience, même si elle est digitale, de pouvoir la retranscrire avec un univers. On a vu un peu ces facettes, comment appréhender ce marché chinois. Est-ce que pour vous il y a des tendances sur cette année 2019 qui vont se détacher, qui vont faire que ce marché va continuer d'évoluer, autant sur l'aspect technologique que sur l'aspect des utilisations, des utilisateurs? Pour 2019, je pense que ce qui va encore plus s'amplifier, parce que mine de rien, c'est bien plus qu'une tendance, ça va vraiment être quelque chose du quotidien, c'est toute cette vague de touristes chinois qui arrive et qui commencent à vouloir communiquer comme ils communiquent avec les marques étrangères qui sont en Chine. Donc ça va être de pouvoir rencontrer les marques et de pouvoir avoir une expérience client qui est beaucoup plus élaborée, comme ils peuvent retrouver en Chine. Donc je pense que là où les marques et les retailers devraient se focaliser en 2019, c'est ça, c'est comment aujourd'hui capitaliser sur l'image de marque qu'ils ont déjà créée en Chine, ou non, si c'est pas le cas qu'ils commencent à travailler sur leur compte officiel WeChat. Et s'ils ont déjà une notoriété, c'est de capitaliser sur cette communauté qu'ils ont déjà créée, de la rendre active et de leur proposer des activités de promotion, vraiment les engager avec l'histoire de la marque sur place en fait. Sur le territoire français. Ouais. Parce que c'est vrai que les marques, il y a encore énormément de gens qui ne se rendent pas compte que le touriste chinois n'est plus juste un car rempli qui s'arrête aux galeries et qui repart et qui fait 25 villes en 3 jours. Il y a de plus en plus de couples qui voyagent en individuel, donc un peu comme nous on aurait tendance à voyager, et qui eux, c'est la nouvelle classe, la classe moyenne qui est premium avec un vrai budget. Ils dépensent, en moyenne aujourd'hui les Chinois en France dépensent 1000 € en shopping chaque voyage. Ils sont plus de 2 200 000 à être venus l'année dernière, donc il y a vraiment une clientèle qui est de plus en plus premium et qui est de plus en plus intéressante et qui est loin de ce qu'on a l'habitude de voir avec la tornade qui vient et qui est pas forcément ce que les marques attendent pour leur image, etc. Là aujourd'hui il y a un vrai potentiel
faut pas passer à côté, quoi. La classe moyenne qui continue de se développer, ça, j'avais lu des choses là-dessus sur ces dernières années. Elle s'est vraiment constituée et donc elle a continué à se développer et donc avoir plus des passions, une continuité d'expérience avec les marques. Ouais, c'est ça, et c'est des gens qui, comme ils ont de plus en plus d'argent, ils voyagent de plus en plus, et aujourd'hui la France c'est la première destination pour les touristes chinois. Donc il faut qu'on en profite avant que... Parce que ça fait partie de tout ce que disait Betty, c'est leur moyen de paiement, c'est comment ils ont l'habitude de consommer. Si on leur répond pas, ils iront dans un pays qui répond mieux. Voilà. Et par exemple, l'Italie, ils sont aussi très forts, ils ont très bien compris comment fonctionnent les Chinois, ce qu'ils attendent. Donc si on n'est pas assez bon, les Chinois iront visiter ailleurs. Même si on a la plus belle ville au monde. Donc il y a un lien peut-être privilégié avec cet aspect culturel, avec le Made in France, c'est des facteurs qui sont très positifs. Si demain une marque vient vous voir, c'est quoi un peu les axes? C'est l'aspect de marque, l'aspect d'histoire derrière. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous avez creusés avec ces partenaires? Oui, bien sûr, il y a l'élément culturel qu'on va creuser, on en parle depuis tout à l'heure, mais ce qui est important, c'est de comprendre le consommateur chinois. C'est un peu la base quand on veut vendre un produit, notamment quand on veut le vendre à un pays qui a plus de 3 millions d'histoires. Vous regardez la concurrence, peut-être sur les places de marché ou internationales? En fait, il va y avoir deux axes, c'est-à-dire que si on a affaire à une marque qui veut développer sa notoriété en Chine continentale, là, effectivement, on va devoir passer par une étude de marché. Donc, on va regarder un peu le positionnement des concurrents, s'il y a déjà une appétence pour le produit, comment on va pouvoir positionner la marque avec le prix, comment on va travailler sa publicité, et puis en fonction de ça on va déterminer sur quel canal de vente ils vont pouvoir aller vendre, que ce soit sur une marketplace généraliste comme Tmall ou JD.com, et s'ils sont sur une verticale, on va plus aller leur proposer une marketplace qui correspond à leurs produits. Par exemple, si c'est cosmétique ou produits bébés, on va plus aller vers des marketplaces comme Kaola. S'ils sont plus sur un esprit de déstockage sur des marques premium ou luxe, on va aller sur VIP Shop. Et après on peut même descendre un peu dans les verticales très locales avec des applications mobiles comme Pinduoduo. On n'entend pas beaucoup parler ici, mais c'est une application mobile marchande qui a pratiquement dépassé Taobao aujourd'hui et qui apporte beaucoup de volume pour les marques assez bas de gamme. On n'est pas du tout sur le même positionnement premium que peut avoir Tmall par exemple, la marketplace B2C d'Alibaba. Donc voilà, première chose, on va définir un canal de vente qui va correspondre à leurs produits, et après on va choisir les canaux de communication pour communiquer sur leur marque, pour faire des campagnes d'influence avec des KOL par exemple, des influenceurs, leur créer des vidéos, des short vidéos, les aider à faire du live streaming. Donc voilà, on va imaginer pour eux toute une stratégie en déterminant quels sont les canaux sur lesquels vous allez devoir aller, avec quel type de budget, comment va falloir s'y prendre, comment traduire vos produits, quels sont les délais d'inscription, etc. Donc ça, oui. Il y a un écosystème qui est totalement différent. Donc, de la même manière qu'en France, si on parle de place de marché, il n'y a pas que Amazon, Cdiscount, il y en a des spécifiques. Donc il y a cette cartographie-là. Et puis par rapport à ces communautés digitales, les KOL, c'est-à-dire c'est pas forcément structuré comme sur notre marché. Parfois c'est des groupes hermétiques, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot dessus? Oui, et c'est vrai que les KOL, on va les comparer aux youtubeurs qu'on va trouver ici, les youtubeurs de jeux vidéo ou de cosmétiques. Là-bas il y a plusieurs groupes. Dans les premiums, ça va être toutes les stars, les chanteurs, les danseurs, les acteurs ou les présentateurs télé, qui vont eux être le top de l'influence quand il va s'agir de parler d'une marque ou d'un produit. Et après on va avoir des groupes un petit peu qui ressemblent à nos youtubeurs qu'on peut retrouver ici, donc qui vont être spécialisés sur une catégorie de produits en particulier et qui vont eux avoir la particularité de directement ouvrir leur compte vendeur sur une marketplace, donc notamment sur Taobao. Donc c'est ça aussi qui fait la différence avec les KOL que nous on peut avoir en France, c'est qu'ils vont être vendeurs. Non seulement ils vont représenter une ou plusieurs marques et plusieurs produits, mais en plus ils vont ouvrir leur boutique et proposer directement les produits à la vente. Ils ont un système de commission à la vente? Exactement, ils ont des systèmes de commissionnement, et là où c'est fou, c'est par exemple les vidéos de live streaming. Donc une influenceuse va faire une vidéo sur une marque de cosmétiques, et directement quand elle fait sa vidéo live, il va y avoir un petit bouton où on peut cliquer, arriver sur Taobao et directement acheter le produit. Donc on est vraiment, on est sur un degré un peu, on est sur le next level de l'influenceur. Et puis après on a d'autres types d'influenceurs qui vont être des gens assez lambda comme vous ou nous, et qui vont pouvoir se constituer un petit groupe de fans et parler de sujets divers et variés et présenter aussi les produits. Donc ça c'est des logiques totalement différentes qu'il faut peut-être intégrer, parce que les taux de conversion doivent être totalement différents. Si j'ai un influenceur qui peut être un vendeur quelque part, contrairement à ce qu'on a en France, une logique de marché qui est totalement différente.
Aujourd'hui, vous avez parlé de formation. Quels sont les différents leviers que vous avez en place pour accompagner les entreprises, ou s'il y a des thématiques que vous allez accentuer sur ces prochains mois? On a différentes thématiques, effectivement, parce que c'est vrai que toutes les marques et toutes les entreprises ne sont pas au même niveau. Donc on a des formations où vraiment ça va être pour ceux qui veulent partir vraiment de zéro avec toute la compréhension de la culture, pourquoi en 2019 le client chinois en est où il est, qu'est-ce qui dans son passé de pays, etc., d'influence fait qu'aujourd'hui il consomme comme ça, il agit comme ça. Ça, c'est ce qui nous aide énormément, c'est les 10 ans de Betty en Chine et son expérience de vie à la chinoise. Clairement, c'est vraiment du vécu, bon, comme toutes les formations, mais là c'est encore plus intéressant d'avoir ce retour interne. Après, on a les formations où c'est un peu tout ce qui est plongé dans l'écosystème digital, où on va voir tous les acteurs, tous les opérateurs, comment fonctionne la logistique, est-ce qu'on fait du cross-border e-commerce, est-ce qu'on fait du e-commerce domestique, vraiment tout ce qu'on va avoir besoin de comprendre sur le digital et l'e-commerce, donc les douanes, enfin tout. Et ensuite, on a des formations beaucoup plus marketing. Donc que ce soit, comme on disait, avec WeChat, donc du niveau 1 où ça va être comment j'ouvre mon compte de marque, comment je communique sur mon compte de marque, à est-ce que je fais de la pub, est-ce que je crée un e-commerce, est-ce que je fais un store, est-ce que je fais un mini-programme, etc. Donc vraiment le niveau poussé expert WeChat. Et après, tout ce qui est formation KOL, etc. Comment j'interagis, quel produit je vends, à quel moment, à qui. Donc on a un peu différentes thématiques, mais de toute façon, ça reste sur tout ce qui est le consommateur, le digital et le marketing. D'accompagner au fur et à mesure. On se voit déjà que sur la France, on a cette problématique des gens qui veulent faire cette transition digitale. Ils disent il me faut un site e-commerce, alors que voilà, on peut intégrer des places de marché spécialisées, on peut tester et avoir vraiment un développement progressif. Vous, j'imagine que c'est aussi une logique que vous préconisez, peut-être de faire des itérations pour développer, voir un peu l'attraction sur les différents marchés. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on ne va pas forcément recommander le même projet et la même réflexion à toutes les marques. Parce que certaines marques n'iront jamais vendre sur Tmall. Et puis, certaines marques vont avoir besoin d'être en domestique, quand d'autres pourront se contenter de cross-border. Donc, la logique est vraiment spécifique et indépendante à chaque marque. Et à chaque marque, on recommence à zéro. Ce qui est aussi un des gros intérêts de notre boulot, c'est qu'on ne s'ennuie pas parce que chaque projet est différent. Et par rapport au marché français, est-ce que vous pensez que les e-commerçants maintenant en France sont ouverts à l'international ? Pas spécifiquement à la Chine, on sait que nous on voit ça un peu évoluer sur l'année 2018, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Pourquoi ? Parce que c'est plus une logique de se dire, bon voilà, je mon business sur la France, peut-être sur des pays qui vont être limitrophes. Comment vous voyez la chose sur le marché, sur cette tendance à l'international ? Pour être honnête, moi j'ai un peu l'habitude parce que j'ai fait plus de 12 ans à l'international, donc j'ai fait que ça. J'ai toujours accompagné des marques françaises qui voulaient faire du e-commerce à l'étranger, donc à l'origine j'étais très Europe, d'abord en travel puis un peu e-commerce généraliste, et j'accompagnais donc les entreprises qui voulaient aller en Espagne, en Italie, un peu en Angleterre, etc. On avait beaucoup de problématiques et je me souviens quand on a commencé en 2007, j'avais des gens au téléphone qui nous disaient mais qu'est-ce qu'un comparateur de prix ? Donc à l'époque c'était vraiment le niveau zéro et on pourrait croire que 12 ans après les gens sont prêts et on a encore des gens et on le voit avec la Chine au quotidien. Il y a énormément de gens qui nous disent et on a malheureusement encore des gens qui nous disent non mais e-commerce c'est pas la priorité, on verra. Mais sur le sujet de l'international, c'est quand même, en fait, nous, tous les clients qui viennent vers nous, c'est pour se développer à l'international. Donc bien évidemment qu'il y a une demande qui est là, elle est forte, elle est croissante, que ce soit pour les marques un peu plus haut de gamme, luxe, ou même des marques naissantes, des PME ou des TPE qui n'ont pas forcément le budget. Tout le monde, je pense, veut aller sur l'international. Là où il y a une lacune, très clairement pour avoir un œil critique sur la France, c'est que c'est
pas forcément médiatisés. Je pense que là, vous avez un rôle qui est hyper important et qui a du sens, c'est de fournir plein d'informations et de les aider dans leur démarche de développement, parce qu'effectivement, il y a un accompagnement aujourd'hui qui n'est pas forcément très présent. Et nous, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire sur la Chine, mais clairement, il faut prendre un petit peu les choses de zéro et de se dire, les cultures sont différentes. Donc déjà, petit 1, c'est quand on va en Italie, en Espagne ou quand on va en Chine, il y a une éducation sur la culture à apprendre. Et puis après, bien évidemment, de réapprendre à vendre ses produits avec une histoire qui va parler, une approche différente. Et ça, c'est grâce à vous, des agences comme nous, je pense qu'il en faut plus, quoi. Et ça on fasse du contenu ensemble. Et voilà, c'est ça. Moi j'avais une question, c'est qu'on parle de marque. Quand on entend marque, on entend souvent grand groupe. Est-ce que on peut s'internationaliser ou en tout cas aller sur la Chine, même si on n'est pas une très grosse marque? Est-ce que ça peut être la petite structure qui a une notoriété locale et qui a déjà son site e-commerce qui marche très bien et qui produit par exemple des produits français et qui souhaite aller sur un marché où il se dit là il y a un potentiel, est-ce qu'il peut y aller? C'est une très bonne question et c'est une question qui est assez récurrente et qu'on nous pose régulièrement. Majoritairement des cas, bien évidemment, ça va être réservé aux marques un petit peu luxe et premium qui vont avoir du budget pour aller en Chine. Néanmoins, aujourd'hui, il y a des exemples de marques, notamment de producteurs de vin, qui n'ont pas forcément les moyens de base pour aller en Chine, mais qui, parce qu'ils ont découvert qu'il y avait un distributeur qui était intéressé par leur marque, ils ont commencé petit à petit comme ça sur le marché offline, en B2B, et puis après, ça s'est ouvert et leur marque a pu prendre un peu du gamin. Mais effectivement, je pense que pour aller en Chine continentale, en tout cas, il y a quand même une première étape qui est il faut avoir les moyens financiers et humains, les ressources humaines pour y aller. En revanche, là où il y a une porte d'entrée sur le marché chinois et les consommateurs chinois, c'est encore une fois les touristes chinois. Parce qu'en fait, ils viennent directement à la marque. Et c'est là où il y a une réelle opportunité à saisir et c'est un vrai levier de croissance. Pour les gens qui veulent aller en Chine, c'est d'abord commencer à travailler votre compte officiel WeChat en faisant un travail sur votre marque, en faisant en sorte que vous commenciez à être connu. Répertorié quelque part pour les consommateurs chinois. Exactement, donc quand ils voyagent, ils vont vous voir, ils vont pouvoir aller dans votre boutique et ça va être vos influenceurs. Ça va être les futurs influenceurs de cette marque et quand ils seront en Chine continentale, après ça sera beaucoup plus simple pour eux, une fois qu'ils ont cette notoriété, pour aller ouvrir un compte vendeur sur une marketplace, voire un shop physique plus tard. C'est intéressant parce que c'est exactement le même schéma qu'un petit commerce qui veut s'orienter vers le e-commerce, c'est-à-dire pas forcément avoir un site e-commerce dès le départ ou être sur une place de marché, mais déjà d'être localisé, que ce soit sur Google Maps, sur Facebook ou pour que les utilisateurs trouvent, de créer un lien. Peut-être les gens vont se contacter pour commander, même sans forcément une boutique. Donc là, c'est exactement le même process, sans vouloir aller jusqu'en Chine, de se dire ok, je suis présent, d'avoir peut-être de l'attraction. J'ai des souvenirs, par exemple, des domaines de vin qui reçoivent des touristes chinois qui commencent à vendre et se disent pourquoi pas faire des efforts et après de prendre éventuellement un stagiaire, des ressources et donc de travailler, mais plus de sentir cette traction avant de se développer vers un business. Je pense que c'est essentiel sur le développement. On vous invite à découvrir plus d'infos sur votre site, Paris to Beijing. De passer de Paris à Beijing. N'hésitez pas, beaucoup de contenu, pas mal d'informations, des formations aussi à venir et puis du futur contenu à faire ensemble, peut-être sur les prochains mois. Je vous remercie encore pour votre temps et pour cet entretien. Merci à vous. Merci. À très vite. Avec plaisir. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des explorateurs du e-commerce sur votre plateforme préférée et à partager sur les réseaux si vous avez apprécié cet épisode. À très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que l'exploration se poursuit sur e-commerce Nation.